ressourcerie de l'écrivain. On se retrouve cette semaine parce que les éditions des Boutons électriques, aux dernières nouvelles, font ou ont fait faillite et donc c'est finito. Donc je suis un petit peu verte parce que après les éditions ActuSF qui ont été rachetées, je sais pas trop ce qu'il en est là pour le moment avec les éditions ActuSF, mais ça a l'air de repartir, mais je sais pas trop comment, bref. C'est au tour des Moutons électriques qui, malgré la dernière campagne Ulule, ils ont dû un peu mettre la clé sous la porte parce qu'ils n'y arrivaient plus. Moi, ce qui m'embête dans tout ça, si vous voulez, c'est que ce sont deux maisons d'édition de l'imaginaire et indépendantes surtout, qui étaient quand même dans le paysage depuis un moment parce que ça faisait 20 ans et 6 mois pour les Moutons électriques et je pense que c'est à peu près équivalent pour ActuSF. Et moi, ce qui me saoule là-dedans, c'est que si des maisons d'édition qui sont quand même reconnues, qui ont moins un succès d'estime, c'est-à-dire qui ont des publications de qualité, si ça commence à fermer, ça veut dire que les grosses maisons d'édition de type de Saxus et compagnie qui publient après, je ne leur jette pas la pierre, mais des maisons d'édition qui vont publier des traductions de gros succès du livre anglophone, etc. Et quelque part, on va finir par avoir comme choix de lecture dans le monde de l'imaginaire que de l'anglais, que du gros succès, peut-être pas forcément de la qualité et peut-être pas forcément de l'originalité. Et ça me fait suer, honnêtement, ça me saoule. Ça me saoule un peu parce que si tout le monde finit par lire la même chose, déjà que sur les réseaux sociaux, c'est souvent les mêmes livres les mêmes livres, les mêmes maisons d'édition qui tournent, ce qui fait que d'autres choses qui sont un peu plus confidentielles n'ont pas trop leur place. Donc moi, ça me saoule. Parce que moi, j'aimerais pouvoir avoir accès en tant que lectrice, peut-être aussi en tant que future autrice, publiée, sait-on jamais, hein. J'aimerais bien avoir accès au plus de choix possible. Et voilà, je suis un petit peu dégoûtée. Bref, lors de leur dernière campagne Ulule, les Moutons électriques avaient proposé plusieurs packs à la vente. Donc on avait soit des poches, soit j'aurais tendance à dire fonds de tiroir, mais qu'ils ne se vexent pas, ou c'était un peu à l'aveugle. Et donc, j'en ai commandé 3. C'était un pack à 50 balles. On avait 3 livres à 15 euros et je pense que les autres 5 euros, c'était tout simplement comment dire, c'était les frais de transport, enfin les frais de port. Et j'ai eu cette sélection-là que j'ai trouvé top quand j'ai vu ça. Je vous présente d'abord France de Dominique Douet et les illustrations sont de Sébastien Hayez. On est au mouton, donc. Et on est sur, si vous voulez, quelque chose d'assez original, je pense, en termes de manière de lire l'histoire, de manière dont elle est présentée. Je ne sais pas si on est exactement sur un roman graphique. On est un peu sur un objet littéraire non identifié, si vous voulez. Je vais vous lire le résumé de celui-là, parce que je vais vous le présenter tout de suite. Ce monde a été colonisé, terraformé, puis on l'a oublié. Et lorsque la planète mère, exsangue, envoie un vaisseau voir ce qu'il est advenu de sa colonie, son équipage, 3 repris de justice, découvre un désert où toute vie a disparu. Enfin presque. Sur Terre, c'est l'effondrement général et les 3 hommes, désormais livrés à eux-mêmes, se demandent que faire de leur liberté dans ce monde vide. La première nuit, l'un d'eux disparaît en abandonnant tout, ses vêtements, ses chaussures. Idem pour le deuxième la nuit suivante. Le dernier doit choisir, se lancer seul, nu, dans une traversée du désert qu'il sait ne mener à rien, ou tenter de quitter cette planète, car le vaisseau qui les a amenés là a été prévu pour un voyage retour. Fatale erreur. Je me rends compte en fait que je pense que je ne l'ai pas compris. Je vous expliquerai pourquoi. J'ai eu aussi, je vous le montrerai mieux ensuite, le service des dames. On est sur une nouvelle de Jean-Philippe Jaworski
illustré aussi par Sébastien Hayez. Joyeusement attaqué par mon chat. Dans l'univers du vieux royaume, une belle fable chevaleresque. Je suis Aedan, chevalier de Vaumassel, dit-il. Mon écuyer s'appelle Naïm, Naïmès. Ne raillez point son air chenu, il ne fait pas bon lui chercher querelle. Le jeune Coel me sert de page. Donc c'est adapté en roman graphique par Sébastien Hayez, une formidable nouvelle de Jean-Philippe Jaworski. Là on est sur un texte qui est court. Il y a beaucoup d'illustrations. Le texte était plutôt long dans France. Et enfin, j'ai eu, et je crois que c'est dans une autre collection, le club de Michel Pagel, où là, la couverture, c'est de Melchior Ascaride. 30 ans après, ils se retrouvent une dernière fois. J'ai l'impression que c'est dans un univers quelconque. Longtemps, ils avaient été 5. François, Claude, Mick, Anne et Dagobert, 4 enfants et un chien, ont autrefois formé un club et vécu bien des aventures extraordinaires. 30 ans plus tard, le chien est mort depuis longtemps quand 3 membres du club devenus adultes, séparés par la vie, sont invités par le 4e à l'endroit même où ils passaient leurs vacances dans leur enfance. Bientôt, alors que la maison est isolée par d'importantes chutes de neige, la vieille mère de Claude est assassinée. Mick est-il le responsable, comme semble le penser François? À moins qu'un assassin se dissimule dans les environs enneigés. Et pourquoi Claude se retrouve-t-elle régulièrement projetée sur un rivage anglais à la rencontre d'enfants et d'un chien ressemblant singulièrement à ceux qu'ils étaient autrefois, elle et ses cousins? Dans un huis clos étouffant, écrit comme un thriller, une fable magistrale sur l'imaginaire de l'enfance, nos peurs et nos doutes. Et là, il y a assez peu d'illustrations, on est vraiment on est plutôt sur un format novella qui fait 150 pages à peu près. Donc beaucoup moins de texte sur les 2 autres livres. J'ai donc lu Franz. Alors, juste au passage, c'est pas très lisible comme... j'ai eu du mal à lire le titre. Et je vais vous montrer vite fait comment c'est foutu à l'intérieur. Parce qu'il y a des illustrations absolument à chaque page. Des illustrations pleine page de manière générale. Donc là, il y a juste la présentation de la maison d'édition, les boutons électriques, etc. Et si vous voulez, des fois, on va devoir tourner le livre pour le lire comme ça. Là, j'arrive à lire Franz. Et on va avoir plusieurs chapitres, par exemple ici, où on reste sur de l'illustration pleine page, une illustration un peu numérique. Là, par contre, je vous montre en plus grand. Ça peut être pas évident en termes de contraste à lire pour les personnes qui ont des difficultés visuelles. Parce que moi, des fois, je devais un peu plisser les yeux. Regardez là, les quelques lignes du dessus. Et on va avoir du coup des moments où là, c'est Franz qui parle. On passe en fait d'une lecture comme ça à une lecture comme ça. Je voulais vous montrer celle-là, elle est très belle. Ça fait un peu un homme cosmique, je sais pas. Mais je vais vous en parler un peu. Donc c'est une lecture qui est très mitigée pour moi. On a hier. Parce que je pense que c'était pas pour moi, tout simplement. On est sur de la SF, mais avec bien arrosé de philosophie, aujourd'hui. Vous voyez, là on a quand même pas mal de textes. Et j'ai pas eu du mal à y rentrer. Si vous voulez, j'étais vraiment dans le... J'étais dedans au début. Sauf que j'ai lâché. J'ai un peu peiné à le finir. Il n'y a pas tant que ça de texte non plus. Hein. On est sur quelque chose de relativement court. Donc l'histoire. Donc si vous avez bien compris, on a un vaisseau, une espèce de vaisseau... C'est un vaisseau d'exploration où il y a 4 bonhommes dessus. Pourquoi 4? Parce qu'il y avait un scientifique qui était avec les 3 prisonniers, qui était là parce qu'il était censé se réveiller avant eux et les réveiller une fois qu'ils seraient arrivés. Sauf que, pas de bol, quand ils sont arrivés, le scientifique, il est déjà mort dans son caisson. Ce qui fait qu'ils sont un peu en train de se dire, merde, qu'est-ce qu'on fait? Mais ils ont visiblement, les 3 prisonniers, ont visiblement eu une formation qui fait qu'ils savent quoi faire. Sauf qu'ils sont à trifouiller les oies à des milliers, des millions d'années-lumière, je sais plus exactement, les distances, une très grande distance, on va dire, sont très très loin de la Terre, ce qui fait que non seulement le retour sur Terre
va être très long, mais la transmission d'informations aussi à la Terre, ça va être très long. Et alors très rapidement, je dirais dans le premier quart, il y a la disparition du premier prisonnier puis du second. Et on a une espèce d'alternance, si vous voulez, entre le point de vue de Franz, qui est un peu en train d'essayer d'envoyer des messages SOS et dire oula, je vais mourir. Et on a aussi le point de vue de ce que je crois qu'on l'appelait l'être multiple. Je le pose. Je crois qu'on appelait la créature l'être multiple, quelque chose comme ça, multidimensionnel, un truc comme ça. Et on a le point de vue de cette créature-là. Au début, j'ai pensé qu'on était sur une planète qui était vivante, qui était une espèce d'amas cellulaire. Mais non, c'est autre chose. Et en relisant en fait le résumé, je pense que j'ai pas très bien compris le truc. Je vais passer au spoiler. Donc là, vous pouvez sauter si vous n'avez pas envie de savoir. Mais en gros, ce n'est pas une planète qui est une créature multicellulaire. On est vraiment sur une créature qui est présente sur la planète et qui a absorbé toute vie. Donc toute vie vient s'amalgamer en fait avec ce qu'elle est, avec son identité, son essence, sa génétique, et faire partie d'elle, autant sur le plan génétique que sur le plan de l'esprit. Et c'est pour ça que j'ai mis un poulpe derrière, en fait, c'est parce que ça me faisait penser un peu à du Lovecraft. C'est une référence que je maîtrise pas parce que je n'ai pas lu de Lovecraft encore. J'ai juste écouté un petit peu en livre audio, j'en ai pas un souvenir impérissable. Mais on est un peu sur un peu une figure de monstre qui n'est pas définissable. Faut vraiment avoir cette idée-là en tête. Et j'ai pas compris comment cette chose est arrivée sur cette planète. Mais en tout cas, le vaisseau, lui, est parti de la Terre parce qu'il y a un effondrement au niveau de la Terre, autant sur le plan politique, la guerre, compagnie. Enfin, c'est la grosse merde sur la Terre. Et je pense que ils essayent de trouver des endroits où ils vont pouvoir vivre. C'est pas forcément je l'ai pas entendu comme un effondrement écologique. Je pense qu'on est plus sur un, ouais, politique, peut-être technologique. C'est pas très clair. Et si vous voulez, moi j'ai eu un peu de mal. Je pense qu'on peut quitter les spoilers maintenant. J'ai eu un peu de mal à. J'ai assez rapidement perdu de l'intérêt pour ça. Parce que, si vous voulez, il y a le show don't tell. Le show don't tell, c'est une technique narrative qui préconise de montrer ce qui se passe, montrer l'action, plutôt que de la raconter. Et on est plus sur... là, on était à fond dans quelque chose qui était raconté. Et en plus, du côté de l'intériorité, à la fois de Franz, qui va très rapidement disparaître, et de la créature. Et la créature, elle part à moitié dans des délires philosophiques et compagnie. Je repasse peut-être un petit peu en spoiler là, mais moi ce que j'ai compris, c'est que c'est une créature qui vient de la Terre. Donc est-ce que s'il n'y a pas déjà eu quelque chose qui est arrivé de la Terre, qui s'est posé là, et qui a colonisé en fait la planète, qui a absorbé toute vie, au point que la planète elle est verte, mais quand les prisonniers sortent de leur vaisseau, ils tombent sur une planète désertique. Et ils se disent, mais les cartographes, ils ont fait quoi là? Ils ont fait n'importe quoi. On n'est pas du tout sur un truc où il y a des ressources, il y a rien. Et bref, j'avais pas spécialement d'attente. Je me disais, au niveau des illustrations, superbes. Je vais vous mettre le compte Instagram de Sébastien Hayez, l'illustrateur qui est sur Insta. Mais on part dans un espèce de délire philosophique sur le sens de la vie, le sens de la mort, la digestion, le sexe, voire la reproduction, parce qu'au final, on est sur une espèce de monstre qui, quand il a faim, va boulotter quelqu'un,
quelque chose, et c'est un monstre qui est avide de nourriture, mais aussi de connaissances. Son but ultime, en fait, c'est d'avoir toutes les connaissances du monde en lui. Lui, elle, eux. Et on touche un peu à quelque chose qui peut se rapprocher du trouble dissociatif de l'identité, mais on n'est pas là-dedans. Je dis pas que ça l'est, je dis que ça y ressemble. Parce que si vous voulez, dans cette espèce d'amas étrange qui n'a pas trop de forme, mais qui a une conscience, il y a toutes les consciences des autres qui y sont. Sauf qu'il y a une espèce de conscience qui a pris le volant, si vous voulez, dans toutes ces personnes-là, et qui va un peu museler celles qui se plaignent trop, ou des trucs comme ça. Et on est sur une créature, en fait, qui est quelque part un peu folle, parce qu'elle est distraite, parce qu'elle engrange, quoi, par ce dont elle se nourrit. Et c'est super particulier. C'est vraiment super particulier. En fait, j'ai vraiment l'impression d'être tombée sur un monologue de 150 pages quasiment. Et je suis pas spécialement déçue, hein. Comme je vous ai dit, j'avais pas des attentes folles. Je pensais, en lisant en fait le résumé et en commençant à lire le bouquin, je pensais que j'allais tomber sur un truc un petit peu dans... Je sais pas si vous connaissez Love, Death and Robots, qui sont des courts-métrages en 2 ou 3 saisons qui sont sur Netflix, c'est une très très bonne série. C'est une série d'anthologie, hein. Il y a pas vraiment de lien, très peu, entre les différents courts-métrages. Et parmi ces courts-métrages-là, il y en a un, je sais plus comment il s'appelle, où on est dans l'esprit d'un homme qui est à bord d'un vaisseau. Il est avec sa maîtresse, son amante. C'est assez charnel, tendre et compagnie. Et par moments, il y a des flashs où on se dit, ouh, ça fait un petit peu, ça fait un peu alien. Vous voyez, on se dit, ouh, il y a un truc qui cloche là. Et on se rend compte en fait, au fur et à mesure que, je crois qu'il était sur un vaisseau qui s'est crashé. Ils sont tous en train de crever de faim parce que le truc qui les maintenait en vie en fait ne fonctionne plus. Donc, un moment, il revient à lui, il est émacié, il est en train de mourir. Et il tombe sur une espèce de créature monstrueuse qui ressemble un peu à une araignée, qui est toute dégueulasse, qui en fait a une espèce d'empathie pour lui, qui dit bah je peux rien faire, je peux pas te sauver. Le seul truc que je peux te faire pour que tu ailles mieux, c'est d'envoyer ces rêves que tu fais jusqu'à ce que tu meurs. Donc on est un petit peu là-dessus si vous voulez, mais il n'y a pas ce côté désespéré. C'est un côté très intérieur, philosophique. Oh, j'ai un peu peiné à le lire. Honnêtement, j'ai pas mal soufflé. J'ai pas mal posé le bouquin. J'ai pas mis très longtemps à le lire, hein. Je pense que j'ai mis 1h30 ou 2 heures en faisant des petites pauses, mais je me suis dit bon allez, moi, je vais jusqu'au bout, hein. Mais bon, clairement, je pense qu'il va être très vite oublié. J'aurais vraiment aimé l'apprécier. Je trouve que sur le plan visuel, c'est vraiment top. L'idée de l'espèce d'alternance aussi de point de vue, c'est pas bête du tout, mais je suis un peu déçue. Là-dessus, je suis un peu déçue parce que j'aurais aimé l'apprécier, mais je pense que j'apprécierais beaucoup plus les 2 autres novellas. Donc, la nouvelle de Jaworski et la novella de Michel Pagel. Michel Pagel, j'ai déjà lu. Je suis pas sûre d'avoir été jusqu'au bout, mais j'ai les dieux de Sumer, il me semble, de Michel Pagel, en poche, je sais plus où. Bref, à tout bientôt pour Jaworski. Salut. Salut. Re-bienvenue dans ce deuxième segment vidéo sur 3 livres des moutons électriques que j'ai reçus dans une dernière box. J'ai donc lu hier ou avant-hier Le service des dames de Jean-Philippe Jaworski. C'est une nouvelle qui prend place dans l'univers du Vieux Royaume. Alors, c'est vraiment la première fois que je lis du Jaworski. Donc,
Le Vieux Royaume, c'est au sujet du chevalier aux épines qu'on trouve ici, et j'en sais pas plus. Il me semble bien qu'on est dans un univers, on est bien dans le médiéval. Là, c'est avec un chevalier qui a un code d'honneur chevaleresque, on a des châteaux forts, on a des dames en détresse, etc. On est bien dans l'univers de la chevalerie. On est dans l'univers aussi, je pense, de l'amour courtois, parce que je vais vous raconter un petit résumé de cette nouvelle. Après, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Le chevalier aux épines doit se déplacer d'un point A à un point B, j'ai pas retenu les noms, avec son écuyer. Alors pour moi, et sans doute dans l'imaginaire collectif, les écuyers sont des adolescents ou des jeunes hommes qui se forment pour devenir peut-être chevalier plus tard, mais l'écuyer du chevalier aux épines est une personne d'un certain âge, voire d'un âge certain. Je pense qu'il a 50, 60 ans, ce monsieur. Et il en a là-dedans. Enfin, il n'a pas les deux pieds dans le même sabot, comme on dit. C'est une expression que j'aime beaucoup, hein, je la sors régulièrement. Et le chevalier aux épines est également accompagné d'un page, donc un enfant qui plus ou moins un serviteur attitré. Et ils doivent se déplacer, je ne sais plus exactement pour quelle raison. Ils sont en voyage en fait, et ils choisissent de passer par de traverser une rivière. Ils savent qu'il y a un pont qui est quelque part par là, et donc ils se rendent à une ville pour essayer de savoir un peu où ils sont, comment se déplacer pour traverser cette rivière. Comme ils vont dans cette ville-là, que le chevalier est en armes, etc., les gens de la ville invitent très fortement le chevalier à rencontrer la dame. Et Notre-Dame en détresse est une baronne dont le mari a été tué par le voisin, le méchant comte. C'est pas du tout dit comme ça, hein, je résume vraiment à gros traits. Par le voisin, donc le méchant comte, c'était à propos d'un pont, d'un droit de passage, et un pont qui rapportait quand même beaucoup d'argent par rapport à ce fameux droit de passage. Euh, le chevalier aux épines, il choisit en fait d'aider cette dame parce que chevalier, code chevaleresque, dame en détresse, etc. Et il va donc rencontrer le voisin. Alors, ce qui est promis, oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que il est d'usage en fait dans ce pays, sans doute depuis la mort du baron, donc le mari de la baronne, de la dame, les gens n'ont plus le droit de traverser la rivière, et en plus, le fameux pont a été détruit, donc il est impraticable. Le chevalier il est un peu emmerdé parce qu'il faut qu'il traverse cette rivière. Donc, il dit à la dame, je vais voir votre comte, je vais lui demander un peu raison, entre guillemets, par rapport au crime qu'il a fait, et en échange, vous m'autorisez, moi et mes hommes et mes chevaux, parce qu'ils ont 5 chevaux, à traverser la rivière. Donc ils font ce petit deal-là. La rencontre se fait. Je ne vous dis pas ce qu'il se passe parce que c'est quand même une nouvelle. On est sur un format qui est plutôt court. Je l'ai lu en 1h30, 2 heures en prenant bien mon temps parce qu'il fait 150 pages à peu près, à peine. Mais c'est très très illustré par donc, des illustrations de Sébastien Hayès que je vais vous montrer tout de suite après. Je vais pas vous en dire beaucoup plus. Je ne vais pas vous dire comment se règle ce conflit. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai eu vraiment l'impression de lire un livre écrit au Moyen-Âge. En ça, je trouve que Jaworski, il a une écriture qui est... Il n'y a rien à redire. Il y a pas mal de vocabulaire du Moyen-Âge, mais mis dans le contexte de la phrase, en fait, on comprend que tel terme, c'est une pièce d'armure, tel terme, c'est l'équipement du chevalier, une arme, un équipement du cheval, etc. Donc ça se comprend, c'est pas compliqué, ça va. Faut pas avoir une connaissance non plus ultra poussée, je pense, du Moyen-Âge. De toute façon, ça rappelle les règles du Moyen-Âge. C'est parce que les chevaliers ont un code de chevalerie qui est très rigoureux et qui est très éloigné de ce qu'on vit de nos jours, évidemment. Il y a un petit jet lag là. Et c'est pour moi, c'était vraiment une très bonne nouvelle
qui m'a permis de jeter un œil en fait à ce fameux vieux royaume et à me donner surtout très envie de le lire. Je suis quasiment sûre que j'ai acheté des bouquins de Jaworski en poche, folio SF sans doute. Je ne sais pas du tout où ils sont, mais je vais vraiment étudier la question. C'est une langue qui est très riche, c'est une action qui prend son temps, honnêtement, ça prend son temps. Je me suis pas ennuyée, hein. Je trouvais que c'était très immersif dans la manière dont ça cause, en fait, ce langage médiéval, ces tournures de phrases médiévales. C'est pas du tout accessoire, c'est pas du tout superficiel, ça implique, enfin moi j'ai trouvé ça très immersif. J'ai envie d'en savoir beaucoup plus sur Chevalier aux épines qui, il me semble bien, est le héros ou un des héros du Vieux Royaume. J'ai vraiment envie de jeter un œil là-dedans. J'ai envie de vous lire un petit bout. Alors attendez, j'avais déjà noté 2 citations qui sont très courtes que je vais vous lire. Hop. Donc, la fameuse dame qui, par le chevalier aux épines, flatter une dame, c'est déjà se proposer d'abuser d'elle. Alors, le prenez pas comme on peut le prendre aujourd'hui en 2025. C'est une phrase qui veut dire beaucoup de choses sur la personne qui la prononce, à savoir la dame. Le chevalier aux épines, je pense que c'est dans le même échange, mais beaucoup plus loin, qui dit « C'est parce que j'ai tout à perdre que j'y gagne quelque chose ». Et je pense que ça en dit beaucoup aussi sur le chevalier aux épines. J'ai envie de vous lire un petit bout. Donc l'extrait que je vais vous lire, c'est quand ils arrivent dans le château, le manoir. Je vais vous lire juste un petit paragraphe, je pense. On est sur quelque chose qui est assez descriptif, qui permet justement de mettre un peu des images sur tout un imaginaire médiéval. Ils entrèrent dans une salle à la fois étriquée et vaste, plus haute que large, dont les voûtes en ogive s'élançaient dans la pénombre. Le pied froissait une couche odorante d'herbes fauchées et de plantes aromatiques. Des tapisseries épaisses comme des toisons masquaient les murs aveugles. Les éclats d'un âtre large comme un antre de dragon animaient de reflets fugaces le bois verni des coffres, les couleurs brillantes des drames de chasse et des parties de guerre brodées sur les tentures. De hautes fenêtres à meneaux ouvraient des échappées verticales dans le mur sud. Dans la lumière qui en tombait se trouvaient les dames. Et les dames, comme ici. Je remets mon petit quick time histoire de voir ce que je fais. Donc vous voyez, on a toutes les images ont un côté très sépia, comme ça. Moi j'ai un petit chat qui m'a un peu attaqué mon truc. Il y a une citation de Chrétien de Troyes, ici, qui est en vieux français, donc je ne vais pas pouvoir vous la lire. Et on est vraiment sur une esthétique où on est vraiment sur des paysages, du orange, etc. C'est un livre que j'ai trouvé très beau. Regardez, le fameux pont brisé et sans doute le chevalier. Pardon. La dame. Dans la lumière et dans l'ombre. Le fameux pont. Ils ont dit vrai, le pont est détruit. Donc on est vraiment sur un ouvrage qui prend son temps. Comme je vous ai dit, je ne connais pas du tout le Vieux Royaume, donc je ne peux pas vous en dire plus. Je vais le découvrir certainement cette année parce que j'ai vraiment envie de me lancer dans la lecture de textes soit médiévaux comme les Chrétiens de Troyes, arthuriens aussi, pourquoi pas, mais aussi des textes contemporains qui se situent à cette époque-là. Un cheval et un chevalier. Donc ça se lit vite, c'est sublime. Et c'est quand même, ça sabre, disons. Hein. Ça se fend la gueule à coups d'épée, ou à coups de dague, ou à coups de lance, sur 150 pages seulement. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment une histoire qui prend son temps. Donc je pense que ceux qui sont habitués à quelque chose avec une action qui est beaucoup plus rapide, ou qui n'aiment pas trop les descriptions, là clairement, c'est pas pour vous.
essayez peut-être en numérique ou essayez peut-être en l'empruntant, mais je ne pense pas que ça va vous plaire. Moi, en tout cas, les nouvelles, j'ai une envie aussi de lire des nouvelles cette année. Les nouvelles, je trouve que c'est un très bon moyen de découvrir la plume d'un auteur ou de découvrir aussi une porte qui s'entrouvre sur un univers. Ce qui est le cas là, et ça, comme je vous ai dit, moi Jaworski, je pense que je vais vraiment en lire cette année et probablement lire Le Vieux Royaume. Je sais qu'il a écrit, il a une autre série qui parle de Bellovèze et Ségovèze, qui sont deux chefs gaulois peut-être. J'en ai entendu parler sur des mots de l'imaginaire, qui est en train de les lire. Et on est sur Les Rois du Monde. Donc on a Récit du Vieux Royaume, ce que je vous ai dit, Le cycle des Rois du Monde, et il y a Chasse Royale. Je pense qu'il y a des one-shots aussi. J'ai l'impression que c'est un auteur qui a écrit beaucoup de nouvelles, donc je vais jeter un œil là-dedans et je vous tiendrai au courant. Je vous dis tout, presque tout ce que je lis, parce qu'il y a des trucs que je vous dis pas. Les deux premiers livres dont je vous ai parlé, donc Le Service des Dames et Franz, le bouquin de SF, on était sur la bibliothèque dessinée. Donc on est vraiment sur, je pense plutôt du texte court, beaucoup d'illustrations. Et là, le club de Michel Pagel, on est sur la bibliothèque voltaïque. Donc pour moi, on est plus sur des novellas. Mais il n'y a pas... Ouais, il n'y a quasiment pas d'illustration. Il y en a un ou deux qui... J'ai vu des petits bonhommes courir sur un bout de chapitre. Des enfants qui courent. Donc là, on est sur un court roman, voire une novella, qui fait un peu plus de 150 pages. Donc, je vous dirai tout quand j'aurai fini. Mais on se retrouve tout de suite pour le club de Michel Pagel. Salut! Bienvenue dans ce dernier segment vidéo sur le club de Michel Pagel. On est sur une couverture de Melchior Ascaride et c'est le dernier livre de la box des moutons électriques que j'ai acheté. Et alors, ce que je savais pas, je crois que c'était... Non, je l'avais pas compris parce que je pense que je ne le connaissais pas, enfin j'ai pas fait le rapprochement. Mais c'est une réécriture du Club des 5, donc c'est des romans pour enfants qui sont quand même assez célèbres et qui ont été écrits à partir de 49. Donc il y en a eu, je pense, une vingtaine du côté anglais et des réécritures en français aussi, donc pas de la même autrice, je sais plus qui est l'autrice, je le mettrai en bulle, mais donc des réécritures par une autrice française parce que la traduction française se passe en France. Et non en Angleterre, dans le Dorset, ça se passe en Bretagne. Et les personnages n'ont pas des noms anglais, mais des noms français. Ce qui, je trouve, s'entend parce que comme ça, les enfants français vont être plus familiers avec des prénoms français et avec la Bretagne qu'avec le Dorset. C'est des histoires en fait qui sont assez simples, gentillettes, de ce que j'ai entendu lire, enfin de ce que j'ai lu à droite à gauche. Et bah, c'est vraiment pour enfants, hein, c'est pour les petits de 8 ans, je pense. Où en fait à chaque histoire on a une enquête, un mystère et la résolution de cette enquête par 4 enfants qui ont à peu près entre 8 et 12 ans je pense et un chien. Donc c'est les enfants qu'on voit là-haut avec Dagobert. Et que se passe-t-il donc ? Bon, le chien, il est mort parce que ça fait une trentaine d'années qu'il s'est écoulé. Les enfants ont grandi et ils se retrouvent tous en Bretagne, donc dans la version française de cette histoire, du Club des 5. Et alors, le Club des 5, j'en ai peut-être lu quand j'étais petite, pas sûre, peut-être lu un ou deux. J'en ai pas le souvenir plus que ça, donc j'avais aucun code en fait, aucune référence par rapport au Club des 5. Mais ce bouquin, il est magistral à plusieurs égards. Pourquoi ? Parce que déjà, l'auteur au début, enfin l'histoire commence par... Ça fait un peu une réunion d'anciens du lycée ou de la fac qui ne se sont pas vus depuis des années, qui se retrouvent, donc on se dit « Oh, je suis bien content d'aller retrouver telle personne ». Et celui-là, oh là là, j'ai appris qu'il a commencé à picoler et qu'il a divorcé. Vous voyez un peu le genre de vibe où... on est un peu content que la personne qu'on n'aimait pas trop, qu'on trouvait un peu con, soit un peu dans le mal. Et oui, parce que ça existe, hein, honnêtement, ce sont des choses qui se font. Et
On sent que c'est un peu la réunion un petit peu forcée. Les gens, ils ont moyennement envie d'être là, mais ils le font un peu en espèce d'hommage de l'amitié qu'ils avaient il y a 30 ans. Donc il y a l'amitié de ces quatre frères, quatre du Club des Cinq, les quatre survivants parce que le chien est mort. Ce sont des personnes qui sont de plus ou moins de la même famille. Je sais qu'il y a frères et sœurs, il y a cousins, cousines. Je pense que c'est la même famille qui doivent se retrouver, je pense, tous les étés. Là, je parle de quand ils sont enfants. Je pense qu'ils se retrouvent tous les étés dans la maison familiale de l'un d'eux et qu'ils ils vivent plein d'aventures. Et on a du coup, 30 ans plus tard, cette vibe de... Ouais, on vient un peu forcé, ça fait un peu plaisir, mais pas trop, parce que peut-être que nous, enfin, ce personnage qu'on est devenu 30 ans après, il nous convient pas trop non plus par rapport à l'enfant qu'on était quand on avait 10 ans, 12 ans, etc. Et le truc que je trouve vachement intéressant, c'est déjà ce côté assez désabusé, où on a François l'aîné qui est devenu policier, donc avec tous les réflexes de flic qu'il peut avoir encore. On a Mick, je crois que c'est son frère ou son cousin. Mick, c'est un gamin apparemment qui faisait des bêtises quand il était jeune, donc lui c'est le seul qui a maintenu un lien très fort avec une amie du Club des Cinq, mais qui faisait pas partie du Club des Cinq, c'est Joe, si je me trompe pas. Joe qui est une gitane. Et donc c'est le seul couple tient la route. On a Claudine qui se fait appeler Claude maintenant, qui est une femme adulte qui est homosexuelle, qui a réussi à se poser depuis 3 ans avec une jeune femme, parce que avant en fait elle enchaînait un petit peu les relations sans lendemain. Et on a Annie. Annie, c'est la plus jeune du Club des Cinq et qui est venue quelque chose. Je pense que sa vie actuelle ne lui convient pas du tout. C'est une jeune femme, enfin, c'est une femme qui a eu 3 enfants de 3 pères différents. Et c'est une femme qui, en fait, en dehors de ce qu'elle était dans le Club des Cinq ou en dehors d'être l'épouse, l'amante, la maîtresse peut-être de quelqu'un, ne se satisfait pas du tout de sa vie. Donc c'est une maman solo qui vient avec Marie, sa plus jeune, parce que ses deux enfants, ses deux aînés, deux garçons, ne vivent plus avec elle parce ils sont trop âgés. Je pose le livre. Et on a un peu tout ce petit monde-là qui se retrouve, je me répète, hein, qui se retrouve sans trop avoir envie d'être là, mais un petit peu quand même. Et on a un contexte en fait qui est un peu triste parce que Claude en fait elle vit dans la maison familiale, donc c'est la maison de leur enfance où ils ont vécu plein de plein d'aventures. Et en fait les adultes qui existaient à leur époque, 30 ans auparavant, il y en a beaucoup qui sont décédés parce qu'ils étaient âgés. Et Claude elle s'occupe de sa maman qui s'appelle peut-être Cécile ou Céline, qui est devenue, l'âge venant, est devenue dépendante, qui n'a plus toute sa tête, etc. On sent qu'il y a ce poids qui est là. On sent que la compagne de Claude aussi est quelqu'un qui est vraiment un appui pour elle, et tout ça. Et on a vraiment ce côté un peu, le côté très cynique de ces adultes qui se retrouvent, le côté un peu tristou. Ils avaient en fait, je pense, envie de se retrouver pour se remémorer le passé, mais on sent que le présent, il est tellement présent que ça vient effacer tout. Et ça vient effacer cette envie d'avoir un petit coup de nostalgie qui fasse du bien. Et on est donc dans un huis clos parce que l'action va se passer essentiellement dans la maison de Claude et aussi dans une ferme qui est abandonnée parce que je pense qu'ils sont décédés, les gens qui y vivaient. Et il y a un souterrain qui mène d'ailleurs... enfin, il y a un souterrain qui relie les deux maisons. Et on est sur un huis clos parce qu'on est à la période de Noël, il va y avoir des chutes de neige, ce qui fait que tout le monde est bloqué. Et on est en Bretagne. Hein. En Bretagne, 2 cm de neige, toute la Bretagne est paralysée. C'est vraiment ça. On ne sait pas rouler sur de la neige. Faut pas nous en envoyer. Et le souci, en fait, c'est que la maman de Claude va décéder.
François, qui est un flic, va reconnaître en fait des marques de strangulation. Et on se retrouve avec un huis clos où ils sont là ensemble. Il y a aussi Pilou, qui est un ami du Club des 5, sans en faire partie, qui a un peu un vieux beau qui collectionne les relations avec des jeunes filles très très jeunes. Et c'est Pilou, je ne sais plus exactement qui c'est dans le Club des 5, mais c'est un homme qui a réussi, qui a de l'argent, il a une belle voiture, etc. On parle un petit peu de Jean-Jacques, qui était un fils de pêcheur qui est devenu pêcheur. Et on se retrouve avec un huis clos, avec des gens qui meurent les uns après les autres. Et il y a le mystère qui revient. Là, il y a l'enquête qui revient. Donc, quelque part, ça les abîme parce que ceux qui meurent, c'est des gens qu'ils connaissent et qu'ils aiment ou qu'ils ont aimés. Et le suspect est forcément parmi eux. Forcément. J'ai envie de vous lire des petits bouts parce que je vais vous lire. Alors là, on est maintenant parce qu'il va y avoir il y a une alternance entre le présent et le passé et je vous raconterai un petit truc après ensuite. Quand Mi se réveille, la première, croit-elle, il y a déjà 2 morts. Une robe de chambre en laine sur sa chemise de nuit, pour présenter une tenue décente aux invités, elle descend à la cuisine et se prépare un thé, des tartines grillées. Il n'est que 7 heures du matin. Mi aime profiter en solitaire de ces heures où rien ne bouge, surtout pas Claudine qui traîne au lit parfois jusqu'à midi. C'est ainsi qu'elle se régénère, dans la cuisine, avec un bon bouquin ou juste ses pensées. Elle a besoin de cette respiration qui prolonge le repos de la nuit en attendant que la vie reprenne son cours ordinaire ou extraordinaire. Le jour qui s'annonce, elle le pressent. N'aura rien de routinier ni sans doute de très agréable. Comme c'est étrange, se dit-elle, la manière dont la réalité du présent confirme ses impressions d'enfant. Dans les livres, tous les personnages étaient présentés comme sympathiques. Même Mi n'appréciait que Claude et Mick, et Dagobert. Les 2 autres l'agaçaient, car, à elle, d'une autre génération, ils paraissaient démodés, trop sérieux, trop traditionnels, ringards. Ce qui n'était qu'ennuyeux chez les enfants de papier s'avère insupportable chez les adultes de chair et d'os, d'autant que ceux-là ne se sont pas bonifiés en vieillissant. Mais l'aurait-il pu ? J'avais envie de vous lire ce passage-là, parce qu'en fait, Michel Pagel, il va vraiment jouer sur le côté... je vais essayer de vous dire un truc sans trop en révéler, mais en gros, dans cette réalité-là, il y a eu des livres qui ont relaté leur jeunesse. Et c'est le Club des 5, enfin, c'est les 4 qui survivent, donc pas le chien, sont tous un petit peu célèbres par rapport à ça. Parce que ils vont dire, oui, moi je suis François du Club des 5. Ah ouais! Parce que ça fait partie un peu de l'imaginaire des gens qui ont lu ces bouquins quand ils étaient jeunes, mais c'est quelque chose d'un peu doudou, d'assez lointain, comme si on parlait du Manège enchanté, par exemple, de Pollux. Et il va y avoir un jeu comme ça, sur un truc très concret, où on parle du passé, d'aventures fictionnelles, et après on va basculer. On bascule dans quelque chose où il y a une espèce de confusion entre les livres qui se passaient en Angleterre avec ces personnages-là qui avaient d'autres noms, les livres qui se passaient en Bretagne avec ces personnages-là sous le même nom, et ce qu'ils sont devenus maintenant. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que justement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonnée, qui m'a surprise, je m'y attendais pas du tout, et qui m'a vraiment transportée, puis qui m'a à la fois beaucoup émue, parce que je rapprocherais ce livre-là, Le Club, un peu dans la philosophie de Peter Pan, de J.M. Barrie. Peter Pan qui est l'enfant qui refuse de grandir, et Peter Pan qui vit plein d'aventures. Et Peter Pan qui a aussi ce côté bien sombre où si un enfant perdu grandit, il le tue. Parce qu'on ne grandit pas au pays enchanté. À Neverland. Neverwhere, je ne sais plus comment on dit. Neverland. J'ai envie de vous lire un deuxième passage. C'est juste une ligne de dialogue de François. J'ai choisi de ne pas me faire cher. Ça n'a pas tout à fait marché, je n'étais pas assez fort pour ça. Mais je reste en partie imaginaire plus que vous tous. Pourquoi voudrais-tu que je perde quelque chose ? Je vous laisse là-dessus. C'est vraiment
Enfin, c'est vraiment c'est une lecture que je vais... c'est un bouquin que je vais garder. C'est un livre que je vais relire. C'est peut-être un livre qui va être compliqué à trouver pour vous, peut-être sous forme numérique, je ne sais pas trop. On croise les doigts pour que les moutons soient sauvés d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas ce qui est possible de faire. Je ne suis pas trop dans les petits murmures qui se passent à droite à gauche. Mais ça, c'est un livre qui est important. C'est un livre qui va être important dans ma vie de lectrice et sans doute dans ma vie d'autrice également. Et peut-être de chroniqueuse aussi. Et pourtant, je n'avais aucun affect particulier avec le livre d'origine qui est Le Club des Cinq, parce que je pense que je suis tout bêtement trop jeune pour l'avoir lu étant enfant. Je pense que ceux qui le connaissent sont plutôt de la génération au-dessus, donc qui ont pu le lire dans les années 50, 60, 70. Donc je suis trop jeune pour ça. Mais putain, mais ce livre, il a des thématiques, mais d'une force qui vont stimuler l'imaginaire. Lisez-le. Clairement, lisez-le. Si je suis très gentille, je peux vous le prêter. Donc, bye bye le mouton électrique. C'est vraiment une nouvelle qui me fait suer profondément parce que moi je suis capricieuse et j'ai envie qu'on ne me prive pas de choix de lecture. Donc voilà, je suis pas contente. Et bonne route aux moutons électriques si leur route se poursuit d'une autre manière, si d'une autre manière éditoriale ou pas. Sinon, bye bye et merci. À tout bientôt, passez un très bon mercredi, rêvez tout plein et lisez tout grand. Salut!